communauté. Et c'est en cela que le Feridama 2018 invite les masques qui viendront de la sous-région. Et bien entendu, nous aurons également les masques afro-brésiliens, les bourriens, qui sont venus. Et nous aurons également... Ce sera un brassage interculturel, en fait. Le masque, le vrai, d'invention béninoise, les Angouitors, avec le tour de dédoublement, c'est dire que le Feridama fait la promotion de toutes ces valeurs culturelles et il n'est pas le seul. Aujourd'hui, nous avons Azama qui fait le Festima du côté du Burkina Faso. Nous avons également d'autres structures qui font la promotion de cette société de masques. Et pour le Bénin, du 12 au 16 décembre, nous aurons ce festival qui non seulement va faire venir les différentes sociétés détentrices de ces savoirs et savoir-faire, mais aussi des intellectuels, des têtes couronnées qui viendront parler de comment les sociétés de masques vont continuer à contribuer au développement de leur société. Allez, on reste ensemble. On va marquer juste la pause qui va nous permettre à nous de nous dégourdir les jambes un peu. C'est bien sûr le temps de suivre Précieuse Aquaronou qui vous présente le bulletin d'information puisqu'il est déjà 7 heures. C'est tout de suite. Il est déjà 7 heures par ici, c'est l'heure du bulletin d'information, une présentation ce vendredi de Précieuse Aquaronou. Bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Précieuse. Amis téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin. Bientôt de l'énergie électrique stable pour les populations non prises en compte par le réseau conventionnel de la SBEE. C'est l'une des priorités du MCA Bénin 2. À travers le projet Accès à l'électricité hors réseau, le MCA vise à garantir une meilleure gouvernance énergétique. Ricardo Loïc-Pékou, Bénédicte Boissou. Le projet Accès à l'électricité hors réseau a pour objectif d'accroître l'accès à l'électricité pour la majorité des populations actuellement non desservies par le réseau conventionnel dans les zones rurales et périurbaines. Après le premier appel à proposition lancé par la Facilité d'énergie propre hors réseau OCEF, le deuxième appel vient d'être rendu public par le MCI par le biais de l'OCEF. Et pour l'appel à venir, MCC, à travers MCA Bénin 2, mettra sur la table au moins 20 millions de dollars pour des projets couvrant une ou plusieurs volets, autrement dit guichets ou fenêtres, dans le secteur d'énergie renouvelable hors réseau et le domaine d'efficacité énergétique. De plus, le projet Accès à l'électricité hors réseau de ce compact est le plus important investissement bilatéral des États-Unis d'Amérique dans l'électrification hors réseau que le gouvernement américain a effectué dans le monde. Ces investissements sont destinés à profiter à près des 2/3 de la population qui vit actuellement sans électricité. D'un montant de 32 millions de dollars US cofinancé par l'OCEF, ce projet vise à contribuer au développement économique du Bénin à travers des projets d'énergie propres hors réseau. Plusieurs secteurs sont visés par le présent appel à proposition. Les infrastructures publiques essentielles, c'est la fenêtre numéro 1. Les mini-réseaux électriques, c'est la fenêtre numéro 2. Les systèmes solaires à usage individuel ou communautaire, la fenêtre numéro 3, et enfin la fenêtre numéro 4, l'efficacité énergétique. Ce projet est en parfaite cohérence avec la stratégie nationale d'amélioration de la couverture énergétique de notre pays. Le deuxième appel à proposition de projet qui nous rassemble ici aujourd'hui constitue une étape importante dans la mise en œuvre du projet Accès à l'électricité hors réseau du MCA Bénin 2. Le deuxième appel à proposition de projet servira d'initiative pilote pour l'opérationnalisation du nouveau cadre qui régit l'électrification hors réseau dans notre pays. De quoi améliorer donc l'ensemble de la gouvernance dans le secteur de l'énergie électrique au Bénin.
Le 5 décembre, c'était la journée du volontariat et à l'occasion, la plateforme des volontaires sous le leadership de l'Office béninois de volontariat des jeunes a battu le macadam à Cotonou. Christelle Tongodo, Simon Villon. 1h30 de trajet avec comme formule magique « Je suis volontaire, je m'engage ». Point de départ, l'église Saint-Jean de Cotonou. Quelques minutes plus tard, les caravaliers se retrouvent à Zongo, à l'école primaire publique de Charles Guillot. Nous sommes honorés à l'école primaire publique de Charles Guillot parce que votre caravane a pris comme chute et destination notre école. Et comme vous l'avez dit tantôt, nous allons bénéficier d'un bon de vidange de nos toilettes. Et donc, nous voudrions vous dire merci. On a voulu vous offrir le dispositif de lavage des mains et aussi vous offrir des poubelles pour que chaque matin, en balayant vos classes, en balayant la cour de l'école, vous puissiez savoir là où vous allez ranger et mettre ces ordures-là. Ce qui va faire que vous serez en bonne santé. Donc, les volontaires, une fois encore, comme le témoigne le thème de cette année, participent à la bonne santé, au bien-être des communautés. Un dispositif de lavage des mains et des poubelles pour se maintenir en bonne santé et vivre dans un environnement sain. Nous sommes émus et vous disons infiniment merci. Nous vous promettons d'en faire un bon usage. Merci et que Dieu Allah vous le rende au centuple. Zongo Nima et Zongo et Rouzou, deux quartiers voisins, reçoivent aussi les volontaires pour le même geste. Ceci marque la dernière étape de cette caravane. Faire de la femme un acteur clé du développement, le rêve est bien possible. Et d'ailleurs, Wildaf Bénin y croit dur comme fer. Voilà pourquoi le réseau a organisé en collaboration avec ses partenaires une conférence débat à Calavi. Vous allez le voir, les femmes y ont fait massivement le déplacement pour assister à l'événement. Dans cette salle de la chaire UNESCO, une déferlante de femmes au profil diversifié. Étudiantes, entrepreneurs, professionnels en tout genre. Elles ont en ligne de mire un seul et même idéal, la femme comme modèle. Nous voudrions susciter chez les jeunes filles béninoises une motivation profonde pour le développement de l'estime de soi, les aider à entrer dans un processus de conception d'une vision personnelle pour leur avenir, dont elles seront le principal acteur. Le but de la conférence, offrir des témoignages de grandes figures féminines béninoises et africaines, des modèles inspirants de leadership et d'excellence pour les jeunes filles et les femmes, mais aussi susciter l'engagement des décideurs à promouvoir l'ascension des femmes dans l'accès aux instances de prise de décision. Le thème débattu aujourd'hui est un thème d'un intérêt majeur pour le ministère. Le rôle de la femme, la position de la femme, l'autonomisation de la femme, le mieux-être de la femme. Je voudrais nous inviter à éviter la langue de bois et à parler sincèrement et à parler vrai pour que nous puissions trouver de nouvelles pistes d'action. Le rôle et la place de la femme dans la société béninoise et en Afrique de l'Ouest. Une rencontre à bâton rompu rendue possible grâce à plusieurs institutions engagées dans la défense des droits de la femme. Le réseau Wildaf Bénin, la Fondation Konrad Adenauer et la chaîne UNESCO. La femme peut et doit être un modèle pour la société. Vu son engagement et l'apport considérable à la société, tout le sens de cette manifestation qui vise à promouvoir le savoir-faire féminin, à promouvoir les championnes, de montrer qu'elles sont capables de mieux faire que les hommes souvent. Il faut tout faire pour faire la promotion par l'éducation, la formation, la scolarisation. Je crois que ça doit être les recommandations et tout plan d'action doit tourner autour de la sensibilisation et de la formation.
Faire de la femme un acteur clé du développement, cette mission, Wildaf Béné se la signe. L'organisation non gouvernementale s'engage aux côtés des femmes à révéler leur potentiel et les aider à se débarrasser de toute contrainte. Pour elle, le message de ce combat féministe se doit d'être porté loin et fort dans toutes les contrées pour que la femme où qu'elle se trouve soit un modèle. On se rend en Pologne où se tient la COP 24. Les délégués présents à la COP 24 ont lancé un message aux adultes sur les comportements environnementaux. Et vous allez le voir, ils ont séduit plus d'un. Le film de l'événement avec notre envoyé spécial William Choki. Nous sommes les héritiers de ce monde qui est en train d'être détruit. C'est pour cela que dès aujourd'hui, nous devons prendre un engagement. Les enfants parlent à la COP 24. Ils rêvent de changer le monde, inculquer aux enfants de leur âge et aussi aux adultes les bonnes pratiques environnementales. Ils viennent du Bénin, précisément de l'association Les Tressés de Cordes. Pendant près d'une heure, ils ont tenu en haleine le public, des délégués venus de plusieurs pays du monde et toute la délégation béninoise. Et nous, compteurs, ambassadeurs des tresseurs de cordes, nous engageons à protéger notre environnement pour que nous puissions vivre plus heureux et plus longtemps. Le mode opératoire, un compte. Leur message est simple. Arrêtons la déforestation. Évitons le gaspillage alimentaire, de l'énergie et de l'eau. Évitons de tuer les animaux sous prétexte de la pauvreté. Trier les déchets, les traiter, les réduire. Nous sommes aussi engagés à aller à la rencontre d'autres personnes, enfants comme adultes, pour les sensibiliser à agir de manière responsable. Ces enfants exigent des actions concrètes et non des discours creux des adultes. Nous avons mis en place depuis l'année dernière donc un projet que nous appelons Kid to Kid. C'est un projet qui consiste aux enfants à aller vers d'autres enfants pour leur parler des bons gestes à adopter dès aujourd'hui pour protéger notre environnement. Et donc ça se matérialise par de mini-conférences que nos enfants vont animer dans des écoles. Comme eux, les enfants tchadiens sillonnent les pavillons de la COP24. Ils avaient aussi un message important à passer, sauver le lac Tchad. La restauration du lac Tchad. Nous voulons que les pays les plus développés finalisent les fonds verts. C'est une importante source alimentaire pour une frange non négligeable de la population africaine. Ils l'ont martelé. Dans la région du lac Tchad, il y a 40 millions de personnes qui vivent et dépendent de ce lac. Et il y a aussi une espèce de bœuf très rare qui vit là-bas, le bœuf kouri. Ce bœuf se trouve seulement en Afrique et au Tchad, particulièrement au lac Tchad. Ces enfants à la COP24 de Katowice en Pologne, c'est peut-être 1% des délégués représentés, mais leur message sonne et traverse la terre entière. De passer à l'action. Ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est l'action. C'était donc William Choki. Des noces de porcelaine pour la paroisse de l'Église catholique de Djidje, 20 ans d'évangélisation, mais aussi 20 ans de mission. À l'occasion, on a consacré la nouvelle église et baptisé symboliquement 20 bébés. Regardez. Chants et danses pour rendre grâce à Dieu. La grâce de célébrer 20 ans d'existence, mais aussi la grâce d'avoir bâti son église. 6 ans en arrière, ce bâtiment était encore loin d'être achevé. 20e anniversaire de la paroisse et consécration de votre église est pour nous l'heureuse occasion de rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles et pour l'œuvre d'évangélisation qu'il continue d'accomplir dans la vie de votre communauté paroissiale, au-delà de ce bel aspect des pierres et des matériaux choisis pour construire cette église. Le plus important, ce sont les pierres vivantes que constituent les membres de la communauté paroissiale. Le rite d'aspersion, la liturgie de la parole, l'onction du Saint-Crème, voilà les temps forts de cette célébration. Et pour marquer davantage l'événement, 20 bébés sont baptisés. À chaque rite, il y a toujours un sens très profond que nous devons vivre. Et c'est pourquoi Monseigneur nous a donné ce décret de concession d'indulgence. Et c'est bien d'expliquer comme quoi
avant d'entrer dans cette église, nous devons avoir vraiment un acte de piété très fort pour que nos prières vraiment soient exaucées. 1998-2018, c'est en tout 20 ans de service sacerdotal, 20 ans au service de l'Église catholique. La paroisse de Djidje vient d'apporter un nouveau pan de son histoire. Et voilà qui met un thème à ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Et juste après le bulletin d'information, on enchaîne bien sûr avec la revue des titres des quotidiens qui sont parus ce vendredi 7 décembre 2018. Précieuse reste avec nous pour l'exercice. Et on démarre comme à l'accoutumée avec le quotidien de service public, le quotidien La Nation, qu'on va voir, bien sûr, si tout est fin prêt. Allez, on voit ça. La Nation, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. D'accord. La Nation, groupe de travail spécial sur le financement numérique, le mérite de la ministre de la Communication saluée par l'ONU. Et puis restitution à Boycon du rapport de l'évaluation finale, le projet LIFT fait le bilan de fin d'activité. Transformation et exportation du cajou, le CNTC, le CONEC formalise leur plan de développement. On passe à l'opinion aujourd'hui. L'opinion aujourd'hui qui parle de la promotion du numérique au Bénin. La présidente de l'Estonie salue les efforts du gouvernement, rapporte l'opinion aujourd'hui qui par ailleurs évoque l'évaluation des enseignants vacataires du sous-secteur de l'enseignement secondaire général. Le ministre Maouyon Kakpo décline tous les contours de l'initiative. Vous pourriez retrouver ces contours-là donc dans l'apparition de l'opinion aujourd'hui. Lancement des travaux de protection et de valorisation de la côte d'Ablekete. C'est la concrétisation des infrastructures annoncées dans le PAG qui se poursuit. Le journal vous propose l'intégralité du discours du ministre du cadre de vie. Le quotidien Le Meilleur, mise en place d'un groupe de travail pour le financement du numérique au profit des objectifs de développement durable. La ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou prompte dans la vision du chef de l'État.
L'événement du jour revient sur la coopération bilatérale et nous apprend que désormais les relations bénino-estoniennes sont renforcées. À propos de l'évaluation au programme au profit des enseignants du secondaire, le professeur Maouyon Kakpo évoque les raisons de la réforme. Vous pourriez donc les retrouver dans la parution de ce jour. Les 4 vérités pour le rayonnement et la modernisation de la ville capitale, Karim Da Silva appelle les forces vives de Porto Novo à le voir pour bénéficier de son soutien. Et puis réforme du système partisan, le parti Restaurer l'Espoir vient se conformer aux exigences légales. Passe à un autre. Le potentiel évoque les prouesses dans le secteur numérique sous le régime Talon, le Bénin, l'Estonie d'Afrique, c'est ce qu'écrit le potentiel. En visite à Cotonou, la présidente Kersti Kaliuled apprécie les efforts du gouvernement. Création de la dynamique unitaire pour le développement et la démocratie, ça va être dimanche prochain. Houdé est dans une aventure politique plutôt obscure selon le potentiel. Et à propos de la semaine du Conseil national des chargeurs du Bénin, il y a un programme alléchant pour meubler 7 jours d'activité. L'actualité, évaluation imminente du niveau intellectuel des enseignants, la thérapie du gouvernement Talon pour sauver l'école béninoise. Afrique Express à présent pour des victoires écrasantes aux prochaines échéances électorales. La mouvance présidentielle dévoile ce week-end sa deuxième machine. Parakou sera donc le carrefour ce samedi d'une démonstration de force selon Afrique Express. Et puis, siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Bénin soutient la candidature de l'Estonie pour l'exercice 2020-2021. On va vers la dynamisation de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le journal revient aussi sur la semaine du CNCB, semaine lancée ce jour même à Cotonou. Voilà, ça va être tout pour... Ça va être tout pour la revue des titres des quotidiens qui sont parus. Merci de votre fidélité à l'ORTV Précieuse. Merci beaucoup. Vous passez un excellent week-end. Merci à vous, Serge. D'accord. Alors, tout à l'heure, le forum de discussion, on vous l'a dit, on va parler des femmes au foyer. Est-ce un choix difficile à assumer de nos jours? C'est une grosse question que nous allons poser à la team des vendredis, qui sera avec nous tout à l'heure au forum de discussion. Et justement, à propos, cette question pour vous, à quoi ressemble vraiment le quotidien d'une mère au foyer? Peut-on inverser les rôles? Vos commentaires nous intéressent. Laissez-les nous, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter ou par WhatsApp en utilisant le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et ensemble, nous allons faire le débat tout à l'heure. 5 sur 7 matin se poursuit bien sûr. Avec aujourd'hui, tout se passe sous l'œil bienveillant de notre invité fil rouge qui va nous rejoindre de nouveau. Marcel Zounon est toujours avec nous et c'est avec lui que nous allons passer toute notre matinée. Il va rester et voir justement tous les autres qui vont se succéder sur notre plateau. Et avant même de retrouver les autres, nous allons vous parler de cette initiative des universités africaines d'art dramatique. Le Bénin y était et puis en pôle position. On va retrouver Florent Eustache-Ressou qui a porté les couleurs du Bénin avec son école, l'ESMAC Rwendo. On installe Florent tout de suite. Justement, ces universités africaines d'art dramatique qui ont eu lieu donc à Rabat, c'est au Maroc. Et Florent Eustache-Ressou, promoteur de ESMAC Rwendo, y était et nous apprend que le Bénin était en pôle position à Rabat. Florent, bonjour.
Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Florent et bienvenue sur la terre béninoise. Il y a eu donc la mise en place de cette Ligue des universités africaines d'art dramatique. Vous y étiez et votre école fait partie de ces universités africaines fondatrices de cette belle initiative. Franchement, le Bénin était honoré parce que je manque de mots pour qualifier ce qui s'est passé. En réalité, les universités d'enseignement artistique et théâtral ont décidé de mettre sur pied une ligue. Et l'initiative a été prise par le Maroc. Et donc, il y a eu 7 pays qui ont décidé de mettre ensemble cette initiative. Il y a la Tunisie, il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso, il y a la Guinée, le Congo, Kinshasa, et puis le Maroc. Quel est l'objectif de cette initiative? C'est de faire en sorte que les universités qui enseignent l'art et l'art dramatique puissent avoir tout ce qu'il faut pour se faire connaître au plan mondial et national. Parce que vous savez que sur le plan national, par exemple, la rigueur, tous les papiers exigés pour qu'un diplôme soit validé sont véritablement difficiles à fournir. Parce qu'on devait avoir un certain nombre de professeurs de rang magistral, etc. Or, nous savons qu'au Bénin, on n'a pas beaucoup de professeurs titulaires en art. Donc, cette ligue nous permet désormais d'avoir tous nos papiers, d'avoir des diplômes validés au plan national et au plan international. Donc, ça a été une vraie opportunité pour le Bénin. Ce n'est pas l'ESMA Wendo, ce n'est pas Florent Chatressou. C'est vrai qu'on a été sélectionné sur dossier parce qu'on a tenu compte aussi de la qualité des promoteurs, de la qualité de l'imagination de cette école. Alors, ce qui a fonctionné au Bénin, ce qui a fait que le Bénin a été sous le toit du monde, c'est que l'ESMA Wendo a inventé un diplôme qui s'appelle DIPSI, le diplôme professionnel de potentiel, de compétences et de capacités intrinsèques. Qu'est-ce que ça veut dire? l'ESMA Wendo a refusé qu'on partage des diplômes aux gens, des gens qui vont dans des universités, on leur écrit leur mémoire et puis ils soutiennent, on a dit non. Serge veut avoir un diplôme en animation télé, on le prend, on le jauge, on le juge et on valide ce qu'il sait faire en une formation de courte durée. Ce qui nous a inspiré, ça, c'est les classes culturelles, parce que vous savez, l'État béninois a pris cette décision. Nous sommes en avance sur le monde. J'ai parlé des classes culturelles, le Maroc n'a pas encore ça. Et nous avons dit que nous avons besoin de former des gens sur le potentiel. Par exemple, les premiers encadreurs qui seront mis sur le terrain, ça s'est passé parce que c'est à la dernière minute qu'on a dit on veut un diplôme. Et quand vous prenez nos danseurs, le directeur du Ballet national est là, j'en suis le DG honoraire, nos meilleurs danseurs ne sont pas allés à l'école. Nos meilleurs danseurs n'ont pas le CEP, mais ils sont particulièrement brillants. Et le directeur sait que quand on a voulu les payer, on a dit, on vous paye sur quelle base? Un gars qui est au C1 et qui danse Sakpata comme du cerf-volant, il s'en fout. Mais l'État a dit non, avant de te payer un salaire, est-ce que c'est C1 que je vais considérer pour te payer? Et donc, on a eu ce problème-là tout le temps. Et c'est ça même qui a inspiré la création de l'ESMA Wendo. Et l'ESMA Wendo a imposé aujourd'hui le DIPSI, et c'est ça qui va fonctionner dans toutes les universités africaines désormais. Prendre l'individu dans sa capacité. Le gars peut ne pas aller à l'école, on s'en fout. Mais on le met là. On juge ce qu'il sait faire, ce qu'il a d'intrinsèque. Et on qualifie, parce qu'au Bénin, ceux qui connaissent n'ont pas le diplôme, mais ceux qui ont le diplôme ne connaissent pas. Surtout en matière d'expression artistique et culturelle. Quand vous prenez les grands plasticiens, vous prenez les Philippe Abaye, c'est des gars qui ont par exemple le niveau doctorat en art plastique, mais ils s'en foutent. Donc, l'objectif de l'ESMA Wendo, c'est de valider les acquis. Et nous n'avons pas cette habitude-là. Lorsque tu prends un danseur, que tu dis, bon, toi, tu as le niveau qu'il faut pour avoir un diplôme, les gens vont dire, non, comment est-ce qu'un danseur peut avoir un diplôme? Les gens, ça ne marche pas encore dans nos têtes. Et aujourd'hui, le Burkina Faso est en train d'adopter le DIPSI, la Côte d'Ivoire est en train d'adopter le DIPSI, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et la Guinée et le Congo, Kinshasa. D'accord. Est-ce à dire que dans tous ces États africains, on pourrait faire également des échanges? Bien sûr, les objectifs sont là. Je vous jure que désormais, l'ESMA Wendo va recevoir des professeurs tunisiens, marocains, etc. Et pour compléter nos dossiers, on a besoin, par exemple, des professeurs de rang magistral. Ils sont prêts à venir parce que l'objectif de la Ligue, c'est ça.
les écritures sont très petites, mais je vais vous lire. Cette initiative a l'objet de renforcer les systèmes d'éducation artistique et théâtrale en Afrique. Les participants ont l'objectif de 1. La promotion de la diversité culturelle et artistique africaine, la promotion des échanges entre écoles africaines d'art dramatique, le renforcement des capacités des professeurs des arts dramatiques des écoles faisant partie de la Ligue, le renforcement de la structure des écoles faisant partie de la Ligue, la guidance et l'accompagnement des écoles de niveau professionnel et moyen pour devenir... Alors, ce qui est intéressant dans ça, si vous avez par exemple une école secondaire, la Ligue peut vous aider à devenir université. Quand vous prenez par exemple l'école secondaire des métiers d'art, ils sont au niveau secondaire, mais la Ligue peut donner les moyens humains, matériels pour faire des universités. Vous voyez, donc il y a la promotion des échanges entre les écoles africaines faisant partie de la Ligue et des écoles supérieures d'art dramatique du reste du monde. Parce que cette Ligue africaine est d'office membre de la Ligue mondiale, de la Ligue européenne des universités d'art dramatique. Donc désormais, moi, je suis chargé de coopter les autres universités, l'EITB et consorts pour faire partie de cette ligue-là, afin que nous ayons tous les professeurs dont nous aurons besoin pour être en règle vis-à-vis de la DPS. D'accord. Alors, il y a quand même, vous revenez de Rabat, vous y avez découvert aussi le Centre culturel africain, qui est dirigé par un Béninois, nous dit-on. Il s'appelle Christian Ada. Je vous jure, je perds la parole parce qu'il fait un travail extraordinaire que personne ne connaît. Je vais vous demander de permettre de revenir sur ça pour qu'on en parle parce que lui-même, il ne parle pas, mais j'ai visité le centre. Il emploie au moins une vingtaine de personnes de différentes nationalités. Ça s'appelle Centre culturel africain. Nous aurons les images et tout ça là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille sur projet. Et c'est même pour ça que je salue l'ambassadeur du Bénin à Rabat, M. Serge Dayon, qui est d'accord pour qu'on fasse un certain nombre de projets culturels entre le Bénin et les autres nations, avec à la clé la participation de ce centre culturel africain. Ça brasse toute l'Afrique et l'Europe. Donc, je crois que lorsque Christian fera un tour ici, je vais lui demander, malgré son humilité, de passer ici pour en parler. Et c'est assez important de le savoir. Et déjà, le Bénin sera au prochain Festival international des écoles supérieures d'art dramatique. L'EXMA va participer avec la pièce de l'ombre à la lumière qui est en finale pour le prix du président de la République. D'accord. Alors, belle initiative, hein? Oui, naturellement, je pense que nous avons besoin de ces genres d'initiatives pour combler le vide. Pour combler le vide, parce qu'ils nous souviennent que notre pays n'a pas connu l'écriture et la culture, elle est totalement basée sur l'oralité. Et aujourd'hui, les écoles naissent de partout, mais avant qu'on ait des cadres dans ce domaine-là bien formés, il faudrait partir avec ceux qui, aujourd'hui, maîtrisent l'art dans toute sa dimension, mais qui n'ont pas forcément de diplôme académique. Et sur la question, je suis totalement en phase avec mon ami Eustache Florent et Ressou, parce que nous avons besoin vraiment de donner un background à ceux qui savent faire quelque chose. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, vous avez beau avoir 10 000 masters, vous avez beau avoir 10 000 doctorats, mais si vous ne savez pas faire quelque chose, vous ne pouvez pas trouver d'emploi. Vous ne pouvez pas vivre dans la société. Et donc, de ce point de vue, il est normal qu'on puisse amener ceux qui savent faire quelque chose à avoir un background à travers la validation des acquis, des connaissances et acquises, pour que ces derniers puissent mettre leur savoir et leur savoir-faire au service du développement de la communauté. Donc franchement, merci. Bravo. Bravo tout simplement. Merci beaucoup Florent et puis à la prochaine. Merci beaucoup. On reste avant-gardiste de toutes les façons dans toutes ces initiatives. Merci Serge pour tout ce que vous avez fait, puisque le directeur de l'école ivoirienne a fait Alexandrie, comme vous dites.
Merci, merci. Merci beaucoup tout ce à que vous. Vous nous faites tous les matins. Merci beaucoup à vous, Florent, et puis à très bientôt. Allez, vous restez avec nous, on marque une courte pause, le temps que les autres vous rejoignent pour le forum de discussion. Aujourd'hui, on vous l'a dit, on parle des femmes au foyer, on parle de mères au foyer, et on vous l'a rappelé, il fut un temps où rester à la maison pour s'occuper de ses enfants était le plus beau métier du monde. Aujourd'hui, le travail faisant, tout le monde va travailler et puis finalement, on se demande, les mères d'hier sont-elles toujours les mères d'aujourd'hui? La question, elle reste posée. À tout de suite. Sais-tu que près de 4 infections sur 10 surviennent chez les jeunes? Jeune, fais-toi dépister pour connaître ton statut VIH. Nous disons au niveau de l'ISEP, il faut prévenir les chocs. Il faut prévenir les chocs dans la mesure où, pour un rien, pour un oui ou pour un non, l'homme peut se retrouver dans des situations de désarroi. Bienvenue sur ce nouvel espace que vous offre la télévision nationale en collaboration avec l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, ISEP. Vous aider à trouver des solutions adéquates à vos souffrances et vous accompagner dans l'accomplissement de votre être, c'est l'objectif de l'ISEP, l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, qui nous propose de devenir maître de sa destinée, ce nouveau rendez-vous que nous prenons donc tous les dimanches. Ils sont charmants les enfants qui sont venus. Nous avons plein de choses à partager ensemble. Le corps humain comprend 3 parties, la tête, le tronc et les 4 membres. Sommes là pour danser, sommes là pour bouger, sommes là pour fêter, et Nadou. Mon conte roule, traverse plusieurs royaumes et compte sur 4 princesses dont le père ne connaissait pas le nom. Elles ont arrêté de travailler pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants. Un noble travail, me diriez-vous. Aujourd'hui, être mère au foyer est bien plus difficile à assumer. La rocking girl d'hier est devenue mère au foyer. Talons hauts, téléphone vissé à la main, agenda surchargé. Elle a dû maintenant passer à autre chose, gérer réellement un foyer. Si certaines mamans vivent très bien leur statut, d'autres, au contraire, font face à une crise identitaire. Alors, question, comment assumer le regard des autres et des idées préconçues d'une société qui a érigé la valeur travail au-dessus de tout? Comment est-ce qu'une mère peut réellement garder son foyer? Peut-on inverser les rôles? L'homme peut-il réellement faire tout ce que la femme fait au foyer? La question mérite d'être posée. Et aujourd'hui, dans le forum de discussion, nous revenons sur le sujet avec les collègues en plateau. Téna, ça vous fait sourire. Bonjour. Bonjour, c'est Damien. Bonjour à mes téléspectateurs, bien entendu. D'accord. Ça me fait sourire. Colombe, on va le dire tout à l'heure. Pourquoi? Colombe, bonjour. Bonjour. Allô. Juste en face de vous, Kofi, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Super bien. Et puis Marcel Zoumon. Heureux de te revoir. Oui, ça fait plaisir. Marcel qui reste avec nous. Naturellement. Merci de rester avec nous. Et vous aussi, mesdames et messieurs, vous pouvez participer à ce débat en répondant juste à cette question. Dites-nous, selon vous, à quoi ressemble vraiment le quotidien d'une femme au foyer? Peut-on inverser les rôles? Répondez à cette question via nos divers canaux de communication. Ils sont d'ores et déjà ouverts. Vous les connaissez, c'est Facebook, c'est Twitter. Et puis c'est WhatsApp, le 61 19 88 88. Allez,
La première question, elle s'adresse à vous. Mesdames, c'est quoi déjà être mère au foyer? Qui prend la main? T'es là. La mère au foyer, selon moi, c'est celle qui vit sa condition de femme, de mère, d'épouse, de compagnon, de parent, tout à la fois, mais qui quand même est épanouie dans tout ce qu'elle entreprend et dans ses activités. C'est comme ça que je le comprends, c'est comme ça que je l'aperçois, c'est comme ça que je veux qu'on vive la chose, c'est ça que je rêve pour les mères au foyer. Mais si vous voulez qu'on revienne à ce qui nous amène ici aujourd'hui, le sujet qui nous amène à opiner sur ce qu'elles sont réellement, je dirais tout simplement, quelles sont ce qu'elles sont? Oui, elles portent la croix tous les jours. Elles souffrent en silence, ne serait-ce que pour garder cet honneur et ce privilège qu'elles ont d'être mères. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes n'ont pas la chance d'être des mères. Parfois, à cause de ce qu'elles ont vécu ou de leur expérience, la vie leur donne d'autres occasions, autres que d'assumer ce rôle de mère de foyer. Elles peuvent être des compagnons, mères de foyer, d'accord, elles seront mères pour leur époux, mais elles n'ont pas d'enfants, elles peuvent adopter. Et tout ceci, ce n'est pas rempli si ce n'est pas vrai. Donc pour vous, Téna, la mère au foyer, c'est celle-là qui se sacrifie. Beaucoup. Beaucoup. Colombe? Et qui continue de souffrir, parce qu'elle souffre toujours. D'accord. Colombe, la même question. Être mère au foyer, c'est quoi? Être mère au foyer, c'est cette femme-là qui n'exerce pas d'activité professionnelle et donc qui n'est pas rémunérée. Et dans la tradition, on avait vu ces femmes-là, nos grands-mères étaient réellement des mères au foyer. Elles sont là pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Elles sont là pour être des conseillères à leur époux. Elles jouent un grand rôle. Et c'était très bien dans le temps, bien organisé, et les enfants recevaient une très bonne éducation. Ben aujourd'hui, qu'est-ce qu'il s'est passé? Aujourd'hui, avec la modernité, les choses ont changé. Et laissez-moi vous dire, lorsque la civilisation évolue, lorsque le monde évolue, il y a toujours le bon côté et aussi le côté négatif. Nous constatons aujourd'hui, sur ce plan-là, honnêtement, je suis une femme, sur ce plan, nous constatons que l'éducation va à la dérive. Les femmes professionnelles, les femmes qui travaillent, n'arrivent plus à assumer convenablement ce rôle-là. Ce n'est plus comme avant. Ouais, c'est discutable. Il y a quelque chose qui manque. Infiniment merci pour cette opportunité que vous m'offrez d'opiner sur la question parce que j'y ai longuement réfléchi pour avoir fait les sciences de l'éducation. Vous savez, quand M. Ayaka m'a parlé du thème hier, j'ai écrasé une larme tout de suite parce que j'ai pensé à ma maman qui n'est plus depuis 26 ans. Elle était mère au foyer. Je voyais comment elle se pliait en quatre, comment elle se débattait, comment elle s'arrangeait pour qu'on puisse s'en sortir, malgré le chômage de mon papa à l'époque. Mais tout de suite, j'ai pensé aussi à ma tante qui a pris le relais de ma maman, la petite sœur de ma maman, qui est là actuellement, jusqu'à ce que je me marie et que je quitte. Elle est mère au foyer. Avec 500 francs, elle est capable de faire manger une famille. Elle est capable d'inventer quelque chose tous les jours. Elle est capable de se réveiller avant tout le monde, de dormir après tout le monde. Bref, je dirais que je fais un coucou à toutes celles-là qui souffrent aujourd'hui. Et je fais un coucou spécial à ma tante, dont j'ai parlé tantôt et qui est un peu souffrante. Je l'appelle affectueusement Dayoro. Alors, la mère au foyer, permettez-moi de vous dire que c'est une experte en gestion des relations familiales. Experte. Parce que
Monsieur Ressou est passé tout à l'heure sur le plateau, il a dit qu'on ne valorise pas ce qu'on a de bien. La mère au foyer, d'intrinsèque. Franchement, la mère au foyer, c'est manager. Voyez-vous, prenez le mot ménagère et le mot manager. Les deux mots sont écrits avec les mêmes lettres. Une ménagère, c'est manager. La mère au foyer est un manager, comme le responsable d'une entreprise de 5000 personnes. Parce que la mère au foyer, elle gère des émotions, elle gère les finances, elle gère la santé. C'est comme un président de la République, la mère au foyer. Elle est plus que, excusez-moi du peu, je ne dis pas qu'elle est plus que notre président de la République, mais c'est une comparaison. Elle seule est présidente, elle est ministre de la Santé, ministre des Finances, de la culture, de tout. Oui, du tourisme, etc. Vous voyez, donc c'est une dame normalement qui ne peut pas être rémunérée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne la rémunère pas. Parce que si on doit la rémunérer, on ne s'en sortirait pas. C'est vrai. Marcel, quand il parlait, je vous voyais dans vos réminiscences également. Hein? Oui, moi je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui axer la définition de mère au foyer comme étant celle qui ne travaille pas, qui consacre toute sa vie à l'éducation de la famille. Mais aujourd'hui, les femmes qui travaillent ne sont-elles pas des mères? Ne sont-elles pas dans le foyer? C'est la grande question. Est-ce qu'elles arrivent justement à jouer ce rôle de mère? Le grand problème, c'est que la femme actuelle, en plus de l'éducation qu'elle doit apporter à la famille, je ne dis pas les enfants, en plus de l'éducation qu'elle doit apporter à la famille, mais elle a des obligations professionnelles ailleurs. Mais lorsqu'on le regarde, on sent effectivement que la femme actuelle au foyer n'a pas les mêmes obligations que la femme ancienne au foyer. La femme d'hier. La femme d'hier au foyer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les rôles sont pratiquement les mêmes, mais les conditions de vie actuelles ne permettent pas à la femme d'aujourd'hui d'assumer ses responsabilités familiales de manière complète, comme on le voit chez la femme d'hier au foyer. Mais ce qui est vrai, c'est que la femme d'hier, comme la femme d'aujourd'hui, elle a la responsabilité d'assurer l'éducation, non seulement des enfants, mais d'accompagner également son mari dans l'accomplissement de l'éducation des enfants. Ouais. Donc, pour moi, la femme demeure la femme. Hier, elle avait des obligations compte tenu des réalités de son temps, mais aujourd'hui également compte tenu des réalités de son temps. De toutes les façons, si on analyse à vous entendre, c'est comme si aujourd'hui elles sont, elles font plus qu'hier. À vous entendre, c'est comme si elles font plus et que, par ailleurs, ce plus-là fait qu'elles sont plus ou moins désespérées. C'est une croix qu'elles portent, comme elle l'a dit, Téna. Oui, c'est une croix, c'est ça? Il faut reconnaître que la femme au foyer porte une croix parce que toute l'éducation, malheureusement, surtout pour nous, repose sur elle. Mais en réalité, quand vous quittez la société africaine pour aller dans la société occidentale, vous verrez que les rôles ne sont pas les mêmes. Il y a une différence. Parce que dans la société occidentale, le rôle de l'éducation est équilibré. L'homme et la femme doivent contribuer de manière égale à l'éducation de l'enfant. Alors, Téna, dites-nous, on va faire, je dirais, un schéma. À quoi ressemble, selon vous, le quotidien d'une mère au foyer? C'est la dame aux 1000 bras qui fait tout. C'est ça, son quotidien. Elle se réveille avant tout le monde, elle dort après tout le monde, parce qu'il lui faut s'assurer que tout va bien. C'est comme le Kofi l'a caricaturé. Ouais. C'est Madame la Présidente, Madame toutes les ministres, et tout à la fois. Du coup, elle n'a pas un moi qui compte. C'est en cela qu'on voit sa souffrance. Au cas contraire, si on devait pouvoir l'aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle serait épanouie. Elle le ferait.
Elle le fait déjà. Elle n'attend pas un merci. Elle est tout le temps brimée, mais elle serre les dents, elle attrape son cœur. Et elle évolue, elle n'a pas le choix. C'est ça la femme. Vous voyez, quand on me dit, c'est comme tout à l'heure les autres l'ont si bien, le directeur l'a si bien expliqué, chaque femme vit selon son époque. Nous n'avons pas choisi de venir à cette ère-là. Et donc, nous faisons avec les moyens de notre époque. Et nous devons pouvoir assumer notre rôle de mère et d'épouse. D'accord. Alors, la femme d'hier qui se consacrait aux tâches domestiques, tout le temps à la maison, qui n'avait peut-être pas un travail, et la femme d'aujourd'hui qui est amenée à aller au boulot, à travailler comme l'homme, à rentrer le soir. Est-ce que ces deux femmes, est-ce qu'elles font les mêmes choses? Elles ne peuvent pas faire les mêmes choses parce qu'elles n'ont pas les mêmes opportunités et elles n'avaient pas les mêmes rôles. Aujourd'hui, celles qui, par exemple, n'avaient que pour tâche concevoir, éduquer les enfants, en prendre soin. Et celles d'aujourd'hui qui, en plus de tout ceci, doit travailler, contribuer de façon pécuniaire aussi à la vie du foyer. Je me dis quelque part que ça me pèse plus qu'elle. D'accord. C'est beaucoup plus léger avec elle. Mais là maintenant, la nature ne nous donne plus de faveur. Et on fait avec. Comparaison n'est pas raison de toutes les façons. Hein. Allons-y. Est-ce que Colombe pense la même chose? Un peu. Ouais, un peu. Je veux revenir en arrière. Et moi, je ne dirais pas que la femme au foyer est comme un président de la République qui a des ministres, mais plutôt un président de la République à qui on refuse d'avoir des ministres, d'avoir des gens qui vont faire du travail avec eux. Ah bon, d'accord. Comment? En fait, elle le dit bien. Elle le dit mieux. C'est vrai aussi. La femme au foyer, être mère au foyer, c'est celle-là qui est présidente de la République, c'est-à-dire présidente de la maison, du foyer, mais à qui on refuse d'avoir des ministres pour l'assister, d'avoir des conseillers, d'avoir des sites, ça. Donc elle est seule à tout faire. À tout faire. Et répondre le soir encore à son époux. Bon, ça c'est normal. Ah bon? Oui. Ou bien? C'est normal, mais c'est en fait, j'ai pitié. C'est grave. En fait, est-ce qu'elle a fini? Est-ce qu'elle a fini? Oui, Je n'ai pas fini. D'accord, on y va, Maintenant, on vous laisse finir. La femme, c'est cette partie de l'histoire. C'est exécrable. Bon, d'accord, on a compris. La femme d'hier et la femme d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle-là qui était au foyer, et la femme d'aujourd'hui qui doit travailler, comme l'a dit monsieur le directeur Zounon. Effectivement, c'est une lourde tâche. Parce que il faut faire l'expérience pour savoir ce que les femmes qui travaillent vivent. Le stress, le harcèlement. Il y a tout. Et en plus de ça, tu reviens à la maison, il y a les charges des enfants là, il y a l'éducation, il faut leur tenir leur cahier, il faut leur faire si, est-ce que tout le monde a mangé, est-ce si l'hygiène, tout. Donc moi je dis, c'est un travail supplémentaire. C'est-à-dire que l'homme ne fait rien. Les hommes, moi je me dis, les hommes, il y a un ego très développé. On pense que on fait quelque père chose. De famille, c'est pas, je généralise un peu. J'ai posé la question à dessein. Oui, allez-y. Être père de famille, c'est s'asseoir et on viendra vous donner tout le temps à manger. Il y a même des fois, il arrive des fois, vous avez le couvert à côté de vous là. Et on demande qu'on vienne chercher ça. Il faut appeler la femme. Vous avez cherché, vous allez entendre. Bon, d'accord. On a entendu déjà. On n'entendra pas davantage. Non. Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Non. Parfois, de toutes les façons, une chose est certaine. Elles font si tant de choses à la maison qu'il y a un jour une dame qui a même oublié son prénom lorsqu'elle voulait signer un reçu. Simplement parce qu'elle était fatiguée, elle était presque surmenée. Elle est aliénée. Oui.
Comme quoi, elles en font parfois en fait, beaucoup trop. Lorsque les hommes fuient les responsabilités, il faut avouer que ça devient beaucoup. Quand le sujet est posé comme ça me fait pitié, quoi, les femmes professionnelles. Parce que, soit dit en passant, j'ai 11 ans de vie professionnelle dans 5 entreprises différentes. Et je vois mes collègues souffrir le martyre. Elles souffrent le martyre. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont obligées, bon c'est vrai, on leur refuse d'avoir des ministres, mais elles sont tristement obligées de mobiliser une aide ménagère. Mais l'aide ménagère n'a pas l'éducation requise, n'a pas la maturité requise. Elle ne peut pas tout faire. Non. Et puis ça c'est un danger peut-être que vous allez soulever sur le plateau, après on va en parler. Ouais. Mais j'ouvre cette parenthèse, je la ferme pour dire, j'aurais souhaité que les autorités qui nous suivent actuellement puissent penser à la chose. Parce que Joubert disait ceci, après le pain, le premier besoin de la société, c'est l'éducation. Une nation qui investit dans l'éducation est appelée à prospérer. Et je l'ai dit la dernière fois sur le plateau, je suis peiné qu'on parle tout le temps de ministère de l'enseignement. On doit avoir dans notre pays un ministère de l'éducation. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Il est important que la charge professionnelle des femmes soit allégée. Soit la femme, elle doit avoir peut-être un travail libéral, donc elle dispose de son temps, ou bien, sur le plan professionnel, elle fait demi-journée. D'accord. Oui, franchement, sinon, l'éducation en pâtit. Regardez un peu, par exemple, les ménages où maman a une boutique à la maison. Même si madame n'a pas été à l'école, les enfants réussissent mieux. Parce qu'il y a l'œil du gendarme qui engraisse, l'œil du maître qui engraisse leur quotidien. Leur quotidien. Elle est là, elle veille à ça. Parce que papa est parti. Et papa revient le soir. Si tout le monde part, on est sûr qu'il ne viendra pas avant le soir. On va écouter Marcel. Oui. Mère au foyer dans l'air du temps, ça doit être difficile. Moi, je pense qu'il ne faut pas polémiquer. Les choses ne vont pas se changer. Ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Mais il y a une réalité qui est que la femme dans la société africaine n'a pas les mêmes obligations que la femme dans la société occidentale. Et quand aujourd'hui, au niveau de... Copiez ça aussi. Non mais attends. Vous aimez tout copier, au moins ça, prenez. Écoutez, qu'on le veuille, oui ça, qu'on le veuille ou non. Non mais qu'elle se calme, qu'on le veuille ou non, la condition de la femme s'améliore de jour en jour à notre rythme. Parce que la femme d'hier, prise dans son environnement, à notre rythme, bien sûr, au rythme des hommes, au rythme de la communauté africaine. Et des hommes. La femme. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Permettez-moi d'aller au fond de mes idées. La femme d'hier, dans la société africaine, a des obligations qu'on connaît. Et même là, quand nous, autour de la table, on dit qu'elle est martyrisée, qu'elle est ceci, vous lui posez la question, elle vous dira qu'elle est épanouie. Et très heureuse. Et très heureuse. Et aujourd'hui... Et c'est justement ce que nous dit aujourd'hui les paroles de sage. Indira Gandhi dit « Être mère au foyer n'a jamais été un sacrifice. J'ai savouré chaque minute de ces années. » Vous imaginez. Donc, lorsque nous prenons la femme au foyer, dans la société occidentale, les rôles sont partagés. La femme, dans ce foyer-là, avec son mari, ils partagent les rôles. Et même s'il y a un dysfonctionnement, ils vont en justice. Mais la société africaine, elle est conçue de manière à donner plus de responsabilités à la femme dans le foyer. Elle lui empêchait la justice. Mais cette justice, elle est la justice des forts sur la justice des faibles. Comment on doit faire? Est-ce qu'on doit consommer? Est-ce qu'on doit consommer tout ce qui vient de l'extérieur, comme vous l'aviez dit? Mais si ça se faisait, l'éducation des enfants en pâtisse. Vous aviez vu, vous prenez un enfant élevé dans la société occidentale et un enfant élevé dans la société africaine, vous verrez que ce n'est pas la même chose. Il faut savoir copier. L'enfant de là-bas parlera le nom de son père. Marcel Téna. Ça, c'est pas un problème. Il faut savoir copier intelligemment, encore que vous savez bien le faire. De toutes les façons, on refera le débat prochainement. Moi, je pense très sincèrement que s'il y a des oreilles qui nous entendent et qu'il y a des yeux qui sont en train de nous observer,
je voudrais plaider pour qu'on encourage les gens sensibles, que ces femmes aux 1000 bras qui s'essayent soient encouragées, même les épouses. Comment est-ce qu'on peut les encourager? Justement. Elle a besoin de reconnaissance. Elle a besoin de reconnaissance et de rémunération, pourquoi pas? C'est pas parce qu'elle est une mère de foyer, si monsieur travaille déjà, que son entreprise paye quelque chose à madame en contrepartie. Donc c'est encore possible. Si c'est faisable, de grâce, donc n'hésitez monsieur, pas. payez vos femmes à la maison pour travail rendu. Ce que vous dites là, n'instaurez pas une révolution. N'ayez pas peur de payer ça. Vous savez ce qui se passe. C'est le salaire, il faut payer. Ce qui se passe avec les femmes africaines, nous sommes déjà conscients. Et nos devancières ont commencé. Nous ne partons pas sur